All rise. Veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Thank you very much. Le juge président, merci beaucoup aux photographes. Court clerk, please call. Madame le greffier d'audience, pouvez-vous appeler l'affaire, s'il vous plaît? Le greffier d'audience, merci Madame le Président. Situation de la République démocratique du Congo. L'affaire, le procureur contre Mathieu Ngudjolo Choui. Référence de l'affaire ICC 01040212. Le président. Je suis Sanji Monageng, juge président en la procédure d'appel définitive dans l'affaire le procureur contre Monsieur Mathieu Ngudjolo Choui. Assis à ma droite se trouvent les juges Song et Kurula. Juste à ma gauche se trouve le juge Tarfusser et la juge Trenda Filova. Aujourd'hui, la Chambre d'appel rend son arrêt concernant l'appel le procureur contre la décision rendue par la Chambre de première instance numéro 2 qui a pour titre arrêt rendu en application de l'article 74 du statut. Fin de la citation du titre. Dans le résumé d'aujourd'hui, je vais faire référence à la décision querellée en tant que décision d'acquittement. Veuillez bien noter que seul le jugement écrit fait foi et non ce résumé. Celui-ci sera notifié aux parties peu après cette audience. Rappel de la procédure. Brièvement. Le 18 décembre 2012, la Chambre de première instance numéro 2 a rendu la décision d'acquittement. La Chambre de première instance a acquitté M. Ngudjolo au sens de l'article 25.3a du statut des crimes contre l'humanité suivants: meurtre, article 7.1a, esclavage sexuel, article 7.1g, et viol, article 7.1g du statut. Crime qui aurait eu lieu à Bogoro, en République démocratique du Congo, le 24 février 2003. Le 20 décembre 2012, le procureur a déposé son acte d'appel à l'encontre de la décision d'acquittement. Le 19 mars 2013, le procureur a déposé son document à l'appui de l'appel interjeté contre la décision d'acquittement. M. Ngudjolo a déposé sa réponse au document à l'appui de l'appel le 19 juin 2013. Le 18 juillet 2013 et le 22 juillet 2013, les groupes de victimes 1 et 2 ont déposé leurs écritures respectives. Le 29 juillet 2013, le procureur a déposé sa réplique à la réponse de M. Ngudjolo au document présenté en appui de l'appel, et le 28 août 2013, M. Ngudjolo a déposé sa réponse à la réponse du procureur. Le 21 octobre 2013, la Chambre d'appel a tenu une audience orale pour entendre les observations finales en appel.
Dans cet appel, le procureur soulève 3 moyens d'appel. Dans le premier moyen d'appel, elle allègue des erreurs dans la manière dont la Chambre de première instance aurait appliqué la norme de la preuve, c'est-à-dire au-delà de tout doute raisonnable. Dans le deuxième moyen, le procureur allègue des erreurs dans la manière dont la Chambre de première instance a évalué l'ensemble de la preuve. Et dans le troisième moyen d'appel, le procureur soulève une erreur de procédure qui aurait dû être commise et qui, selon le procureur, aurait porté atteinte à son droit à un procès équitable. Je vais aborder les moyens d'appel les uns après les autres. J'ai oublié de demander aux parties et aux participants de se présenter. Je procéderai à ces présentations à la fin de la lecture de ce résumé. Moyen numéro 1, mauvaise application de la norme de la preuve. Le premier moyen d'appel du procureur se réfère à plusieurs conclusions de fait tirées par la Chambre de première instance, lesquelles, de son point de vue, démontrent une pratique systématique dans l'analyse de la preuve. La Chambre de première instance 1 a dans les faits retenu tous les doutes possibles, y compris les doutes non fondés sur des preuves, la raison, la logique ou le sens commun. Les victimes ont émis des observations similaires s'agissant d'autres constatations de fait de la Chambre de première instance. Étant donné le nombre de constatations factuelles contestées dans le cadre de ce moyen, la Chambre d'appel n'abordera pas ces prétendues erreurs une à une dans ce résumé. En revanche, toutes ces erreurs alléguées sont examinées et parfaitement motivées dans l'arrêt rendu dans cet appel. Le procureur affirme que, dans le premier moyen, elle invoque des erreurs de droit. Néanmoins, la Chambre d'appel considère que, dans la mesure où les erreurs alléguées sont fondées sur des contestations, des constatations factuelles de la Chambre de première instance, ces arguments seront examinés selon les critères d'examen d'application pour les erreurs factuelles. À cet égard, la Chambre d'appel décide d'appliquer le critère du caractère raisonnable lorsqu'il s'agit d'évaluer une erreur de fait supposée, accordant ainsi quelques crédits aux conclusions de la Chambre de première instance. La Chambre d'appel n'intervient que si elle constate qu'aucun juge raisonnable du fait n'aurait pu manquer de tirer cette conclusion de fait particulière au-delà de tout doute et que raisonnable et que l'acquittement s'appuyait sur l'absence de cette conclusion. La première erreur alléguée a trait au témoin P317, un employé des Nations Unies qui a déclaré, entre autres, qu'au cours de ses enquêtes sur la situation en Ituri, elle avait rencontré M. Ngudjolo en avril 2003 et qu'à ce moment-là, il avait déclaré qu'il avait organisé les attaques sur Bogoro et Mondro. L'argument du procureur s'agissant du témoin P317 met l'accent sur la prétendue conclusion spéculative de la Chambre de première instance, selon laquelle M. Ngudjolo a pu mentir lorsqu'il a fait cet aveu, entre guillemets, au témoin 317, et ceci afin de promouvoir sa carrière. Le procureur fait valoir que la Chambre de première instance a refusé de s'appuyer sur la déposition du témoin P317 à cause, et je cite, selon elle, qu'on ne pouvait exclure que M. Ngudjolo ait menti au témoin et qu'il ait pu avoir souhaité revendiquer sa responsabilité pour faire progresser sa carrière. Le procureur fait valoir en outre que la Chambre de première instance avance 2 autres justifications de moindre portée afin de refuser d'accorder du crédit à l'aveu de M. Ngudjolo. Ce prétendu aveu
a un caractère trop général pour permettre à la Cour de déterminer le statut et le rôle précis de M. Ngudjolo au sein du groupement de Bédu Ezekere et que son aveu prétendu est incohérent par rapport à un autre aveu qu'il a fait plusieurs semaines plus tard à un procureur congolais. La Chambre d'appel n'est pas convaincue par les arguments du procureur. La Chambre d'appel note que la Chambre de première instance a déclaré que l'aveu supposé de M. Ngudjolo au témoin P317, tout en étant dans une certaine mesure une indication de l'implication éventuelle de l'accusé dans la préparation de l'attaque sur Bogoro, avait quand même un caractère trop général pour déterminer le statut et le rôle précis de l'accusé au sein du groupement de Bédu Ezekere. Elle affirme en outre qu'on ne pouvait exclure que M. Ngudjolo souhaite revendiquer la responsabilité d'une attaque afin de se voir octroyer un grade plus élevé s'il était intégré au sein de l'armée régulière congolaise. Elle le fait cependant en affirmant clairement que son argument doit être considéré avec prudence. De ce fait, la Chambre d'appel estime qu'à l'inverse de l'argument du procureur, la conclusion selon laquelle l'aveu prétendu avait un caractère trop général pour déterminer le rôle de l'accusé de manière définitive, elle constitue malgré tout la conclusion principale tirée par la Chambre de première instance, alors que l'explication spéculative de l'éventuel plan de M. Ngudjolo pour la promotion de sa carrière devient subsidiaire. S'agissant du caractère raisonnable de la conclusion de la Chambre de la première instance selon laquelle l'aveu prétendu de M. Ngudjolo au témoin P317 avec un caractère trop général pour déterminer de manière définitive le rôle de M. Ngudjolo, la Chambre d'appel note que la Chambre de première instance a estimé que le témoin était crédible et a affirmé qu'elle pouvait s'appuyer sur sa déposition. La Chambre d'appel note malgré tout que l'aveu prétendu de M. Ngudjolo ne figure dans cette déposition que de façon incidente et ne constitue aucunement l'essentiel de cette déposition. Le témoin simplement fait mention du fait que M. Ngudjolo dit qu'il a organisé les attaques à Bogoro et à Mandro pour des raisons stratégiques. À la lumière de ce qui vient d'être dit, la Chambre d'appel estime qu'il n'est pas déraisonnable pour la Chambre de première instance de tirer la conclusion que l'aveu prétendu tel que rapporté au témoin P317 avait un caractère trop général pour déterminer précisément le rôle et le statut de M. Ngudjolo au sein du groupement de Bédu Ezekere. S'agissant de l'explication spéculative que la Chambre de première instance aurait donnée, selon laquelle on ne peut exclure que M. Mathieu Ngudjolo, comme d'autres en Ituri à ce moment-là, avait souhaité revendiquer la responsabilité d'une attaque de telle sorte qu'il se voit octroyer un grade plus élevé s'il était intégré dans l'armée congolaise régulière. La Chambre d'appel note que bien que M. Ngudjolo n'ait jamais tenté de justifier ce prétendu aveu au témoin P317 de cette façon, et qu'en fait, il a simplement nié avoir jamais rencontré le témoin, il a malgré tout fourni cette explication dans son aveu à un procureur congolais. En outre, la Chambre de première instance renvoie au témoignage du témoin D0311, le président du FNI, qui a déclaré qu'il avait de manière mensongère revendiqué l'attaque sur Bogoro. La Chambre d'appel considère que, ce faisant, la Chambre de première instance a fourni des éléments de preuve pour étayer la possibilité que M. Ngudjolo ait pu souhaiter revendiquer la responsabilité d'une attaque de telle sorte qu'il se voit octroyer un grade plus élevé s'il était intégré dans la
armée régulière congolaise. La Chambre d'appel estime que présentées de cette façon, les conclusions de la Chambre de première instance ne sont pas spéculatives, mais qu'au contraire, elles démontrent que sur la base de tels éléments de preuve du dossier, elle n'a pas été en mesure d'exclure d'autres explications à l'aveu présumé de M. Ngudjolo. En conséquence, la Chambre d'appel considère que les conclusions de la Chambre préliminaire ne sont pas déraisonnables et rejette l'argument de l'accusation à ce sujet. L'erreur alléguée suivante concerne les constatations faites sur l'attaque à Bunia le 6 mars 2003. Au cours du procès, l'accusation a cherché à établir que M. Ngudjolo était le chef des combattants Lendu de Bézu Ezekere, du groupement de Bédu Ezekere, qui ont attaqué Bogoro le 24 février 2003. Pour ce faire, le procureur présente des éléments de preuve ayant trait à des événements qui se sont déroulés pendant la période suivant les attaques de Bogoro, telles que les attaques sur Mandro le 4 mars 2003 et Bunia le 6 mars 2003. Dans son mémoire en clôture, l'accusation fait valoir que M. Ngudjolo et son rôle supposé au cours de ces attaques ne peut s'expliquer que par le fait qu'il était le chef avant l'attaque sur Bogoro. C'est dans ce contexte que l'attaque à Bunia a été évaluée par la Chambre de première instance dans la décision d'acquittement. Les arguments du procureur dans ce chapitre contestent essentiellement les trois constatations sous-tendant la conclusion principale de la Chambre de première instance, à savoir qu'elle ne pouvait établir au-delà d'un doute raisonnable que M. Ngudjolo avait dirigé les combattants Lendu pendant l'attaque à Bunia. Selon le procureur, ces constatations constituent de nouveaux exemples du fait que la Chambre de première instance requiert une preuve au-delà de tout doute concevable et qu'elle a de ce fait mal appliqué la norme de la preuve. Pour parvenir à sa conclusion principale, la Chambre de première instance a examiné une déclaration faite par M. Ngudjolo lorsqu'il était interrogé par un procureur congolais. Dans cette déclaration, lorsqu'on lui a demandé s'il avait jamais été présent au cours d'opérations militaires, M. Ngudjolo a répondu qu'il n'avait dirigé que l'opération qui avait eu lieu le 6 mars 2003 à Bunia. À cet égard, la première constatation faite par la Chambre de première instance, à savoir que M. Ngudjolo, et je cite, semble revendiquer la direction de l'ensemble de l'opération alors que tout indique que l'offensive de Bunia a été dirigée par l'UPDF et les combattants Lendu. Fin de citation. Le procureur soutient que la conclusion de la Chambre de première instance ici a un caractère spéculatif et impressionniste et n'est étayée par aucune preuve. La Chambre d'appel estime que les arguments du procureur à cet égard ne sont pas convaincants. Si l'on prend le sens littéral des termes utilisés par M. Ngudjolo lorsqu'il est interrogé par le procureur congolais, il ne semble pas incorrect de penser qu'il paraît revendiquer la direction de l'ensemble de l'opération. Selon la Chambre d'appel, il n'est pas déraisonnable pour la Chambre de première instance de faire cette observation, étant donné qu'il existe des éléments de preuve non contestés que l'attaque sur Bunia a en fait été dirigée par l'UPDF avec l'assistance de combattants Lendu et que, par conséquent, M. Ngudjolo ne pouvait pas avoir eu la responsabilité totale de celle-ci. Point d'ailleurs concédé par le procureur. En ce qui concerne la deuxième conclusion de la Chambre de première instance, la Chambre d'appel considère que la Chambre de première instance a simplement renforcé sa première observation lorsqu'elle a ajouté que M. Ngudjolo n'avait pas indiqué non plus quelle troupe il dirigeait. La Chambre d'appel considère que le raisonnement de la Chambre de première instance n'indique pas en tant que tel qu'elle requérait une norme de la preuve trop exigeante, mais simplement que ce raisonnement apporte une nouvelle explication quant à la raison pour laquelle la Chambre n'a pas été convaincue par l'aveu de M. Ngudjolo au procureur
congolais. En conséquence, la Chambre d'appel considère que les conclusions de la Chambre de première instance à cet égard ne sont pas déraisonnables. Le procureur conteste en outre le caractère raisonnable de la conclusion connexe de la Chambre de première instance, selon laquelle l'aveu de M. Ngudjolo, témoin P317, n'était pas cohérent par rapport à ses déclarations ultérieures faites au procureur congolais, où M. Ngudjolo ne fait aucune mention de sa participation aux batailles de Bogoro et Mandro. Le procureur fait valoir que cette constatation que ces deux aveux devaient être parfaitement symétriques avant que la Chambre de première instance ne puisse les considérer comme fiables. Elle avance en outre qu'il n'était pas nécessaire que la Chambre s'attende à ce qu'un aveu de l'accusé d'une attaque fasse obligatoirement mention de l'implication de l'accusé dans d'autres attaques. Le procureur soulève ces arguments dans deux contextes différents. Premièrement, en ce qui concerne les constatations de la Chambre de première instance au sujet de l'attaque de Bunia, et l'aveu présumé de M. Ngudjolo au procureur congolais. Et deuxièmement, en ce qui concerne les conclusions générales tirées par la Chambre de première instance lorsqu'elle a évalué de manière collective les aveux faits aux témoins P317 et au procureur congolais. La Chambre d'appel n'est pas convaincue par les arguments du procureur. La Chambre de première instance n'a pas requis que ces deux aveux soient parfaitement symétriques. Elle a au contraire noté qu'ils différaient. Selon la Chambre d'appel, le fait que deux aveux d'un accusé ne soient pas identiques ne constitue qu'un élément pertinent qu'une Chambre peut prendre en considération lorsqu'elle évalue la preuve. Étant donné les autres constatations faites par la Chambre de première instance, sous-tendant la conclusion principale, la Chambre d'appel estime qu'il n'y a pas d'indication que la Chambre de première instance ait accordé un poids démesuré aux différences existant entre les deux aveux. Deuxièmement, s'agissant de l'évaluation faite par la Chambre de première instance des aveux présumés de M. Ngudjolo, témoin 317, et au procureur congolais dans ses conclusions globales. La Chambre d'appel note que, sans remettre en cause la crédibilité des sources des deux aveux présumés, la Chambre de première instance a considéré qu'elle était obligée de prendre note d'une certaine incohérence entre ces deux éléments de preuve. Ainsi, et je cite, le premier fait mention de la participation de M. Ngudjolo dans la bataille de Bunia et le second n'évoque pas sa participation aux hostilités à Bogoro et à Mandro. En conséquence, la Chambre de première instance a considéré qu'elle se devait de traiter ces révélations avec circonspection. Selon la Chambre d'appel, cette approche de la Chambre de première instance n'est pas déraisonnable. Comme on l'a fait remarquer plus haut, des différences entre deux aveux d'un accusé sont pertinentes pour une évaluation des éléments de preuve et peuvent par conséquent être prises en compte par la Chambre de première instance. Il n'y a pas d'indication que la Chambre de première instance ait accordé un poids démesuré à ce facteur. À cet égard, la Chambre d'appel rappelle également que la conclusion principale de la Chambre de première instance au sujet de l'aveu présumé de M. Ngudjolo au témoin P317 n'était pas déraisonnable. De plus, la Chambre de première instance a estimé qu'à la lumière de l'admission prétendue de M. Ngudjolo au procureur congolais, elle ne pouvait exclure la possibilité qu'il ait dirigé les combattants de Bédu et Zekere pendant l'opération de Bunia, mais qu'elle n'était malgré tout pas en mesure de le déterminer au-delà de tout doute raisonnable. La Chambre d'appel considère la conclusion de la Chambre de première instance à cet égard comme n'étant pas déraisonnable. La Chambre d'appel, par conséquent, rejette les arguments du procureur qui ne permettent pas d'établir que la Chambre de première instance est appliquée de manière incorrecte
le critère au-delà de tout doute raisonnable. De la même manière, s'agissant des autres erreurs soulevées dans ce moyen d'appel, la Chambre d'appel estime que les conclusions tirées par la Chambre de première instance ne sont pas déraisonnables et en conséquence, la Chambre d'appel conclut qu'il n'a pas été démontré que la Chambre de première instance a mal appliqué le critère au-delà de tout doute raisonnable ou qu'elle l'a appliqué de manière trop rigoureuse. En conséquence, le premier moyen d'appel du procureur est rejeté. Le moyen numéro 2. L'ensemble de la preuve n'aurait pas été pris en compte. Dans ce deuxième moyen d'appel, le procureur avance que la Chambre de première instance a adopté une approche erronée à chacune des différentes étapes du processus de décision lorsqu'elle a évalué, premièrement, la crédibilité de la preuve, deuxièmement, effectué des constatations factuelles et troisièmement, pris sa décision finale en ce qui concerne la culpabilité de Mathieu Ngudjolo. Pour démontrer ces erreurs supposées, le procureur apporte un nombre limité d'exemples à chaque étape du processus de prise de décision qui, selon elle, sont essentiels dans le refus de la Chambre de première instance de conclure que M. Ngudjolo a dirigé les combattants Lendu de Bédu et Zekere qui ont attaqué Bogoro le 24 février 2003. Comme dans le premier moyen d'appel, étant donné que le procureur utilise des exemples d'erreurs factuelles alléguées pour démontrer l'erreur en droit prétendue, la Chambre d'appel analyse ces exemples to factual errors. Again, for the purposes of this summary, not all of the alleged... Nouveau, toutes les erreurs de fait ne sont pas examinées dans ce résumé. Pour ce qui est des évaluations de la crédibilité, la Chambre d'appel se concentre sur les erreurs alléguées faites par le procureur s'agissant de l'évaluation par la Chambre de première instance de la crédibilité du témoin P250. La Chambre d'appel note que le procureur s'est appuyé sur la déposition du témoin P250 pour établir, entre autres, le rôle de M. Ngudjolo en tant que chef de la milice Lendu qui a attaqué Bogoro le 24 février 2003. Le témoin P250 prétend avoir été membre d'une milice au sein de la structure militaire du groupement Bédu et Zekere. Et il a déclaré, entre autres, qu'il était membre d'une délégation qui a été envoyée de Zumbe par M. Ngudjolo pour rencontrer M. Katanga à Aveba, où la décision d'attaquer Bogoro a été prise. Le témoin B250 a décrit la stratégie mise en œuvre pour gagner la bataille et donné également des détails des différents itinéraires suivis par les commandants. La Chambre de première instance a rejeté la déposition du témoin P250 dans sa totalité en disant que la déposition du témoin était imprécise et contradictoire. La Chambre de première instance s'est appuyée en particulier sur des bulletins scolaires qui tentent à démontrer que le témoin P250 était bien à l'école au moment qui nous concerne et qu'il ne pouvait par conséquent pas avoir été membre d'une milice. Les arguments soulevés par le procureur, qui dans l'ensemble ont été soulignés également par le groupe des victimes numéro 2, mettent en lumière le fait que la Chambre de première instance n'aurait pas pris en compte les différents éléments de preuve au dossier, ce qui, selon le procureur, tente à corroborer certains aspects du témoin de P250 qui démontrent l'autorité de M. Ngudjolo à Bédu et Zekere. Selon le procureur, en rejetant la déposition du témoin P250 dans son ensemble, la Chambre de première instance n'a pas pris en compte la manière dont cet élément de preuve était lié et venait saper les preuves apportées par les témoins de la défense. Cela démontre, selon le procureur, que la Chambre de première instance n'a pas pris en compte la totalité des éléments de preuve lorsqu'elle a estimé que P250 n'était pas crédible. La Chambre d'appel considère que, comme le procureur lui-même l'a fait remarquer,
une chambre de première instance peut effectivement s'appuyer sur certains aspects de la déposition d'un témoin et considérer d'autres aspects de cette déposition comme étant non fiables. La chambre de première instance estime en outre que la déposition d'un témoin dont la crédibilité fait l'objet de certaines réserves de la part de la chambre peut malgré tout être utilisée dans la mesure où elle est corroborée par d'autres éléments de preuve fiables. Néanmoins, la Chambre d'appel considère également qu'il peut y avoir des témoins dont la crédibilité est à tel point contestée qu'on ne peut plus s'appuyer sur leur déposition, même si d'autres éléments de preuve semblent venir corroborer telle ou telle partie de leur déposition. La Chambre d'appel considère que la Chambre de première instance numéro 1 a estimé que le témoin P250 appartenait à cette dernière catégorie. Selon la Chambre de première instance, la crédibilité de P250 était à ce point contestée qu'elle affectait sa capacité à témoigner sur les faits de la cause et que de ce fait, son témoignage perdait toute crédibilité. En conséquence, même si certaines parties de la déposition du témoin P250 semblent avoir été corroborées par d'autres éléments de preuve, ceci ne saurait, comme l'a suggéré à juste titre M. Ngudjolo, redonner de la crédibilité ou de la fiabilité à son témoignage. Une chambre de première instance doit effectivement évaluer la crédibilité d'un témoin en partie en vérifiant si le contenu de sa déposition est confirmé par d'autres éléments de preuve. Cependant, la chambre de première instance n'est pas tenue à considérer un témoin comme fiable, simplement parce que d'autres éléments de preuve semblent confirmer la teneur de certains aspects de ce témoignage. S'il existe d'autres raisons de douter de la crédibilité du témoin, en particulier, ça n'est pas déraisonnable en soi pour la Chambre de première instance de rejeter des éléments de preuve concordants lorsque celle-ci effectue ses évaluations de crédibilité. En la présente affaire, la Chambre d'appel note que la Chambre de première instance nourrissait des doutes quant au fait de savoir si le témoin P250 était bien membre de la milice de Bédou Ezekere. Et étant donné que tout son témoignage reposait sur le fait qu'il avait effectivement été membre de la milice, la Chambre de première instance a considéré qu'elle ne pouvait pas du tout s'appuyer sur ce témoignage. À la lumière de ce qui précède, l'argument du procureur selon lequel de nombreux exemples de déposition de témoins ainsi que la lettre du savon montrent que les aspects de la déposition de P250 étaient bien corroborés par d'autres témoins et que par conséquent on aurait dû s'appuyer sur la déposition de P250, cela ne permet pas de démontrer que les conclusions de la Chambre de première instance n'étaient pas raisonnables. Par conséquent, l'argument du procureur à cet égard est rejeté. Enfin, le procureur fait valoir que la Chambre de première instance n'a pas pris en compte les éléments de preuve et les faits pertinents quand la Chambre a évalué la crédibilité des témoins de la défense et la fiabilité de leurs récits, selon lesquels P250 n'était pas membre de la milice. Le procureur avance notamment, s'agissant du témoin D03-100, que bien que la Chambre de première instance ait reconnu que le témoin et sa famille aient eu un conflit avec la famille de M. Ngudjolo, elle a malgré tout ignoré le fait que le témoin D03-100 avait refusé de fournir une réponse directe aux questions répétées posées pour savoir si son témoignage avait été ou non affecté par ce conflit. À cet égard, la Chambre d'appel note que la Chambre de première instance a conclu que le témoin lui-même, le témoin D03-100, avait spontanément fourni l'information selon laquelle il y avait eu un conflit entre les deux familles. La Chambre d'appel note également que la Chambre de première instance a considéré cet aveu comme étant une indication de la tentative du témoin d'être transparent
et que cela devait être pris en considération lorsque l'on évaluait sa crédibilité. En outre, la Chambre de première instance a pris en compte l'impact de toute tension possible ou de menaces éventuelles de la part de la famille de M. Ngudjolo vis-à-vis du témoin D0300 en comparant son témoignage avec celui d'autres témoins qui comportaient des éléments d'information utiles au sujet de l'école fréquentée par P250 de 2002 à 2003. Dans l'évaluation de la Chambre de première instance, étant donné que les dépositions de 4 témoins de la défense étaient concordants et convaincants venant d'environnements différents, leur récit venait renforcer la déclaration du témoin P250 selon laquelle la correction de l'interprète du témoin D0300 selon laquelle le témoin P250 était bien à l'école au moment qui nous concerne. À la lumière de cela, la Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance n'a pas ignoré l'effet éventuel de menaces proférées contre le témoin D03 sur sa déposition. Au contraire, la Chambre d'appel considère que la Chambre de première instance a examiné avec soin la déposition d'autres témoins de la défense afin de vérifier la fiabilité de la déposition du témoin des 0300. En conséquence, les arguments du procureur selon lesquels les conclusions de la Chambre de première instance sont déraisonnables sont rejetés pour des motifs similaires. La Chambre d'appel rejette les arguments du procureur au sujet d'autres évaluations de crédibilité effectuées par la Chambre de première instance s'agissant de preuves documentaires et de déposition de témoins. Il s'ensuit que les arguments du procureur portant sur la première étape du processus de prise de décision de la Chambre de première instance sont rejetés. S'agissant de la deuxième étape du processus de prise de décision de la Chambre de première instance, le procureur conteste le bien-fondé de l'approche visant à établir les faits tout au long de la décision d'acquittement. Pour démontrer cette erreur présumée, le procureur fait référence entre autres à l'évaluation faite par la Chambre de première instance de la preuve par oui-dire, en renvoyant aux constatations faites par la Chambre au sujet du témoin D02-176. La Chambre de première instance, en évaluant les éléments de preuve ayant trait à la position de M. Ngudjolo avant et pendant l'attaque à Bogoro, note la déposition du témoin D02-176, qui déclare qu'il savait très bien que M. Ngudjolo était le numéro 1 et le commandant des opérations pendant l'attaque sur Bogoro. Selon la Chambre de première instance, le témoin D02-176 a déclaré que c'était une vérité connue de tous, et j'ai cité cette expression. La Chambre de première instance reconnaît que le témoin D02-176 était, et je cite, bien placé pour indiquer quel commandant militaire était aux positions ennemies, étant donné que les troupes de l'UPC avaient attaqué le groupement de Bédou et Zékéré à de nombreuses reprises. Fin de citation. Cependant, la Chambre a considéré malgré tout, et je cite, que sur la base de rumeurs anonymes colportées par un individu qui ne vivait pas à Zombe et qui n'a pas donné d'autres détails sur le statut de M. Ngudjolo au sein de cette localité. Fin de citation. De plus, après avoir examiné la déclaration du témoin D02-176, la Chambre de première instance a considéré que, et je cite, « elle ne pouvait exclure le fait que le témoin ait associé le statut de M. Ngudjolo au sein du FNI avec la position qu'il considérait qu'il avait eue avant l'attaque sur Bogoro. » Fin de citation. Le procureur fait valoir que la Chambre de première instance a négligé des éléments de preuve ou des faits lorsqu'elle a rejeté les dépositions du témoin D02-176. Selon le procureur, le témoin D02-176 avait une connaissance directe des commandants
Lendou de Bédu et Zékéré. Il avait été à l'école avec certains d'entre eux à Bogoro. En outre, le procureur affirme qu'en considérant que le témoin n'habitait pas à Zoumbé et que par conséquent son témoignage ne méritait pas de se voir accorder beaucoup de valeur probante, la Chambre de première instance n'a pas considéré le fait que, bien que n'étant pas originaire de Zoumbé, le témoin vivait à proximité. Et comme tous les résidents de Bogoro, il était intéressé à savoir qui dirigeait leurs ennemis. La Chambre d'appel note que la Chambre de première instance a évalué la déposition du témoin D0276 en conjonction avec celle d'autres témoins qui avaient attesté de la position occupée par M. Ngudjolo avant l'attaque à Bogoro et qu'elle a conclu qu'elle ne pouvait accorder que peu de valeur probante à tous ces témoignages. La Chambre de première instance est arrivée à cette conclusion sur la base suivante. Premièrement, l'essentiel de la déposition était constitué de oui dire. Deuxièmement, ce témoignage émanait de témoins qui ne se trouvaient pas effectivement présents au groupement de Bédou et Zékéré avant l'attaque de Bogoro. Et troisièmement, fournissait très peu de détails quant à l'autorité que M. Ngudjolo aurait exercée ou sur la manière dont il l'exerçait. De plus, comme la Chambre de première instance l'a indiqué en disant que ces éléments de preuve devaient être traités avec circonspection, car ceci, et je cite, touche à un point essentiel de la cause de l'accusation. La Chambre d'appel considère qu'aucune de ces conclusions n'est déraisonnable. Pour ce qui est des éléments et des faits spécifiques que, selon le procureur, la Chambre de première instance aurait omis par erreur de prendre en considération. La Chambre d'appel note que ces éléments de preuve semblent se référer premièrement aux événements qui ont eu lieu après l'attaque de Bogoro, deuxièmement aux événements que la Chambre de première instance avait par ailleurs examinés, troisièmement des déclarations dont la Chambre de première instance avait considéré qu'ils n'étaient pas suffisamment précis pour avoir une valeur probante significative, et quatrièmement, pour des éléments de preuve sur la raison pour laquelle on aurait pu en tirer des conséquences, et quatrièmement, le fait que le témoin était bien placé pour savoir ce qui se passait chez les ennemis au sein du groupement Bédu et Zékéré. La Chambre d'appel considère que, au mieux, le procureur avance une éventuelle interprétation différente de la preuve, mais qu'elle ne démontre pas l'existence d'une erreur de la part de la Chambre de première instance qui rendrait l'approche de la Chambre déraisonnable. En conséquence, les arguments du procureur sont rejetés. Pour des raisons similaires, la Chambre d'appel rejette les arguments du procureur et des victimes s'agissant d'autres erreurs présumées commises par la Chambre de première instance dans son processus d'établissement des faits. Dans la deuxième étape du processus de prise de décision de la Chambre de première instance. Et ces arguments sont rejetés. Enfin, le procureur affirme qu'en conséquence des erreurs qui auraient été commises lors de la première et de la deuxième étape du processus de décision de la Chambre de première instance, le verdict final de culpabilité ou d'innocence de Mathieu Ngudjolo a été vicié par ces erreurs de droit et de fait. Ayant rejeté les erreurs alléguées par le procureur, s'agissant des premières et deuxième étapes de l'établissement des faits, la Chambre d'appel estime qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur l'argument du procureur et entrer à la troisième étape, puisqu'elle n'a pas présenté d'argument distinct. La Chambre d'appel rejette en conséquence le deuxième moyen d'appel du procureur. Je traite maintenant du troisième moyen d'appel. Il s'agit du droit du procureur de disposer du temps nécessaire à la présentation de ces moyens. Le troisième moyen d'appel invoqué par le procureur se rapporte à la manière dont la Chambre de première instance a géré la question de la pression qu'aurait exercée Mathieu Ngudjolo sur les témoins et les victimes alors qu'il était détenu par la Cour. Au titre de ce troisième moyen d'appel, le procureur fait valoir que la Chambre de première instance a commis, dans sa gestion du procès, des erreurs graves
qui ont porté atteinte de manière significative au droit de l'accusation de présenter et de prouver sa cause, et par là même à son droit à un procès équitable inscrit à l'article 64.2. De plus, le procureur soutient que la Chambre a commis, et je cite, une erreur de procédure en rejetant ses demandes répétées et en manquant d'exercer ses propres pouvoirs pour garantir l'équité du procès. Fin de citation. Dans un premier temps, la Chambre d'appel examinera si les décisions de la Chambre de première instance ayant trait à l'écoute sont passées en force de choses jugées et si, de ce fait, elles ne peuvent plus être contestées dans le cadre du présent appel. Mathieu Ngudjolo affirme pour sa part que toutes les décisions de la Chambre de première instance relatives au contentieux des écoutes des appels de Mathieu Ngudjolo ont acquis force de la chose jugée et que l'autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir. En particulier, il fait valoir que le procureur avait déjà demandé en vain l'autorisation d'interjeter appel des décisions orales de la Chambre de première instance s'agissant des écoutes téléphoniques et qu'elle s'était vue expressément refuser le droit d'utiliser cet élément lors de l'interrogatoire du témoin P250 et que le procureur ne devrait pas être autorisé à ressasser cet argument qui a été définitivement tranché. Mathieu Ngudjolo soutient en outre que le contentieux des écoutes de ces appels téléphoniques n'a jamais fait l'objet d'un débat contradictoire et que, partant, elle ne saurait constituer des éléments de preuve ayant fait l'objet d'un débat pendant le procès au sens de l'article 74.2 du statut. La Chambre d'appel estime que l'argument de Mathieu Ngudjolo tendant à démontrer que les décisions de la Chambre de première instance sont passées en force de choses jugées n'est pas convaincant. En effet, l'autorité de la chose jugée, principe bien établi en droit international, désigne, et je cite, une affaire qui a été jugée par une juridiction compétente et dont il ne peut être interjeté appel par les mêmes parties, ou une chose jugée, c'est-à-dire qu'une fois le litige tranché, il n'est plus possible d'avancer le même argument ou de débattre de nouveau d'un argument découlant du premier argument. Fin de citation. La Chambre d'appel rappelle que dans le cadre d'appels interlocutoires, elle a déjà statué que les erreurs de procédure susceptibles d'avoir été commises avant la décision attaquée, mais touchant à la légalité de cette décision ou à l'équité de la procédure, peuvent être soulevées en appel. Pour des motifs expliqués de façon détaillée dans l'arrêt relatif au présent appel, la Chambre d'appel considère que ceux qui précèdent s'appliquent aussi si la décision attaquée a été rendue en application de l'article 74 du statut. La Chambre d'appel estime qu'en décider autrement équivaudrait, comme l'a fait valoir le groupe de victimes numéro 1, à priver les parties de la possibilité de soulever des erreurs de procédure au stade ultime de la procédure. De l'avis de la Chambre d'appel, que la procédure devant la Chambre de première instance se soit déroulée en ex parte ou non, n'y change rien. Il n'y a donc pas lieu de faire une analyse plus détaillée de l'argument avancé par Mathieu Ngudjolo, selon lequel la procédure pertinente n'avait pas fait l'objet d'un débat contradictoire. En conséquence, les arguments de Mathieu Ngudjolo relatifs à l'autorité de la chose jugée sont rejetés. S'agissant à présent de l'examen au fond du troisième moyen d'appel, le procureur soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur de procédure, et je cite, en rejetant ses demandes répétées et en manquant d'exercer ses propres pouvoirs pour garantir l'équité du procès, et que cette erreur a porté atteinte au droit de l'accusation à un procès équitable inscrit à l'article 64.2. Le procureur affirme également que, et je cite, en ignorant les pouvoirs étendus que lui accorde le statut, la Chambre de première instance n'a pris aucune mesure au cours de la procédure pour vérifier si des témoins essentiels avaient été intimidés ou s'il y a pu y avoir collusion entre d'autres pour faire de faux témoignages. Elle a ainsi négligé son propre pouvoir de gérer le procès et de manière
au moins aussi importante son obligation de parvenir à la vérité, et que l'effet cumulé des décisions de la Chambre et la passivité dont elle a fait preuve emportent violation du droit de l'accusation à un procès équitable inscrit à l'article 64.2 du statut. Pour étayer son affirmation, le procureur fait valoir qu'au vu des, et je cite, des éléments de preuve clairs et probants qui montrent que Mathieu Ngudjolo et des tierces personnes agissant en son nom ont révélé l'identité et le témoignage de témoins protégés de l'accusation, orchestré des témoignages à décharge pour qu'ils soient cohérents et indûment exercer des pressions sur des témoins. Fin de citation. La Chambre de première instance a commis des erreurs graves dans la gestion du procès. En particulier, la Chambre d'appel constate que le procureur affirme que la Chambre de première instance a commis 3 erreurs. Lorsque, premièrement, elle a refusé à l'accusation l'accès à toutes les conversations enregistrées de Mathieu Ngudjolo, deuxièmement, a rejeté la requête de l'accusation afin d'être autorisée à exploiter les parties des rapports du greffe auxquels elle avait accès en vue d'interroger Mathieu Ngudjolo et le témoin D03 88, et troisièmement, en interdisant indûment à l'accusation de demander des explications au témoin P250 concernant des incohérences dans son témoignage. Avant de traiter ces arguments, la Chambre d'appel répondra d'abord à l'argument de Mathieu Ngudjolo selon lequel le procureur n'a pas le droit de formuler des allégations d'atteinte aux règles du procès équitable. À cet égard, la Chambre d'appel rappelle que le procureur a formulé ses arguments de manière générale, sous forme d'atteinte à son droit à un procès équitable. En effet, le procureur soutient que son droit à un procès équitable est garanti par l'article 64.2 et que ce droit oblige la Cour à s'assurer qu'aucune partie n'est placée dans une situation désavantageuse lorsqu'elle présente sa cause. Le procureur affirme que le droit à un procès équitable comprend le droit d'exercer, je cite, d'exercer les pouvoirs et de remplir les devoirs énoncés à l'article 54, d'avoir véritablement l'occasion de présenter sa cause, ainsi que d'être en mesure de présenter des preuves exemptes de toute influence externe et ou indue et d'interroger les témoins de manière exhaustive. Fin de citation. La Chambre d'appel rappelle que le droit à un procès équitable est un droit fondamental, protégé au niveau régional et international. Il est communément admis que le droit à un procès et à une procédure équitable s'applique d'abord et avant tout aux droits de l'accusé. En effet, les droits spécifiques consacrés à l'article 67.1 du statut concernent les besoins spécifiques de la personne accusée. La Chambre d'appel considère qu'il n'est pas nécessaire de déterminer dans l'abstrait dans quelle mesure le procureur a le droit à un procès équitable si tant est qu'un tel droit lui soit octroyé. Il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'examiner l'équité globale vis-à-vis du procureur, il s'agit plutôt de statuer sur un aspect fondamental du procès qui touche les fonctions fondamentales du procureur et de la Chambre de première instance, savoir l'objectif de la manifestation de la vérité ainsi que la capacité du procureur à présenter des moyens prouvant la culpabilité de l'accusé. S'agissant de ce dernier objectif, l'article 69.3 du statut prévoit que, et je cite, « les parties peuvent présenter des éléments de preuve pertinents pour l'affaire », conformément à l'article 64. La Chambre d'appel est donc d'avis que le principe selon lequel les parties doivent disposer de suffisamment de temps pour présenter leur cause doit être considéré dans le contexte de l'article 54.1a du statut, lequel enjoint au procureur d'établir la vérité. L'établissement de la vérité est un des principaux
objectifs visés par le statut, principes auxquels la Chambre de première instance doit contribuer activement. En l'occurrence, la Chambre d'appel note que l'article 69.3 du statut donne à la Cour le pouvoir de demander la présentation de tous les éléments de preuve qu'elle juge nécessaires à la manifestation de la vérité. Eu égard au devoir de la Chambre de première instance de contribuer à la manifestation de la vérité, la Chambre d'appel estime que le procureur peut formuler des allégations d'erreur ayant nui à sa capacité à présenter sa cause et constituant des erreurs de procédure au sens de l'article 81.1 A petit i du statut. L'argument de Mathieu Ngudjolo à cet égard est donc rejeté. S'agissant maintenant de l'argument avancé par le procureur, selon lequel la Chambre de première instance ne lui a pas donné véritablement l'occasion de présenter sa cause, lorsqu'elle lui a refusé l'accès à l'intégralité des conversations enregistrées, la Chambre d'appel note que, suite à une série de décisions prises par le greffier, il a été ordonné de procéder à l'écoute a posteriori de toutes les communications non couvertes par le secret professionnel de Germain Katanga et de Mathieu Ngudjolo depuis le quartier pénitentiaire de la Cour, et ce, à partir du 1er octobre 2008, pendant des périodes intermittentes jusqu'au 28 janvier 2010. Parallèlement à cela, le greffier a déposé de nombreux rapports d'analyse des conversations enregistrées et a alerté la Chambre de première instance de tentatives d'intimidation de témoins et de divulgation d'informations confidentielles concernant des témoins par Mathieu Ngudjolo par le biais de ses contacts à l'extérieur. La Chambre de première instance a réagi en notifiant ces rapports à Mathieu Ngudjolo ainsi qu'au procureur en version expurgée et en prenant des mesures afin de protéger les témoins qui ont pu être en danger, ainsi qu'en interdisant de manière provisoire tous les contacts entre Mathieu Ngudjolo et l'extérieur, de même qu'en l'isolant des autres détenus. Pour les raisons exposées ci-après, la Chambre d'appel n'est pas convaincue par l'argument du procureur, selon lequel la Chambre de première instance a commis une erreur en refusant à l'accusation l'accès à l'intégralité des conversations enregistrées de Mathieu Ngudjolo. La Chambre d'appel rappelle que la décision de la Chambre de première instance d'autoriser ou non l'accès aux informations obtenues au moyen des écoutes, conformément à la norme 92.3 du règlement de la Cour, est une décision qui relève du pouvoir discrétionnaire. En conséquence, la Chambre d'appel examinera si la Chambre de première instance a commis une erreur au regard du critère d'examen de l'utilisation du pouvoir discrétionnaire. Selon ce critère, et je cite, la Chambre d'appel ne reviendra sur une décision relevant du pouvoir discrétionnaire des juges que dans des conditions bien définies, notamment, premièrement, si la décision relevant du pouvoir discrétionnaire est fondée sur une interprétation erronée du droit, deuxièmement, si ce pouvoir est exercé sur la base d'une constatation manifestement erronée, ou troisièmement, si la décision est à ce point injuste et déraisonnable qu'elle ressortit à un abus de pouvoir. La Chambre d'appel note que la Chambre de première instance a refusé au procureur l'accès à l'intégralité des conversations enregistrées, et ce, au motif que les informations en découlant, et je cite, relevaient de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ou du droit de préparer sa défense. Fin de citation. Et qu'il ne peut y avoir d'ingérence dans l'exercice de ce droit que, et je cite, lorsque cela est conforme à la loi, nécessaire et de façon proportionnée et dans un but légitime. Fin de citation. À cet égard, la Chambre de première instance a conclu que, entre autres, la requête ne répondait pas à, et je cite, l'exigence de nécessité. Fin de citation. Que l'accusation n'avait pas démontré de quelle manière le défaut d'accès à ces informations l'empêcherait, en l'occurrence, de la possibilité de réaliser l'objectif énoncé à l'article 54.1 du statut.
La Chambre de première instance a donc considéré que le procureur avait déjà eu accès par le biais des rapports du greffe à, et je cite, « toutes les informations pertinentes pour sa cause et susceptibles d'avoir une incidence sur les témoins ». Fin de citation. La Chambre d'appel fait remarquer que les rapports du greffe, qui contiennent des analyses de nombreuses heures de conversation non protégées par le secret professionnel entre Mathieu Ngudjolo et ses contacts à l'extérieur, avaient été, à l'exception du premier rapport, mis à la disposition de l'accusation en version expurgée. Les rapports avaient été expurgés afin de protéger les informations ayant trait à la vie privée et ou à la stratégie de la défense de Mathieu Ngudjolo. Mais ils contenaient néanmoins des passages détaillés et explicites provenant des transcriptions des conversations enregistrées. De plus, la Chambre d'appel observe que certaines conversations étaient à tel point étroitement liées à la stratégie de la défense de Mathieu Ngudjolo que le greffier avait des doutes sur l'opportunité de les divulguer à l'accusation. Dans ces cas, le greffier remettait ces informations à la Chambre de première instance afin que celle-ci les évalue. Au vu de ce qui précède, la Chambre d'appel n'est pas convaincue que la Chambre de première instance a agi de manière déraisonnable lorsqu'elle a refusé de donner à l'accusation accès à l'intégralité des conversations enregistrées. Au contraire, la Chambre de première instance a concilié les intérêts de Mathieu Ngudjolo et ceux de l'accusation. Partant, la Chambre d'appel n'a décelé aucune erreur dans la décision de la Chambre de première instance. S'agissant du deuxième argument, selon lequel la Chambre de première instance a commis une erreur en refusant d'autoriser l'accusation à utiliser les rapports du greffe afin de contre-interroger Mathieu Ngudjolo et les témoins des 03-11, la Chambre d'appel note que le 8 juillet 2011, l'accusation a demandé la reclassification de 5 rapports du greffe pour pouvoir s'en servir dans le contre-interrogatoire de Mathieu Ngudjolo et du témoin des 03-88, entre autres. En se fondant en particulier sur le premier rapport, le procureur indiquait qu'il était nécessaire de se référer aux extraits des conversations enregistrées. Premièrement, afin d'évaluer la crédibilité de Mathieu Ngudjolo, entre autres. Deuxièmement, pour contre-interroger Mathieu Ngudjolo sur sa déclaration faite dans le cadre des conversations enregistrées concernant l'éventuelle participation de Germain Katanga à l'attaque sur Bogoro. Et troisièmement, afin de prouver la collusion entre le témoin des 03-88 et Mathieu Ngudjolo, ainsi que son parti pris. Le procureur fait valoir qu'étant donné qu'elle n'avait pas été autorisée à se servir des rapports afin de contre-interroger Mathieu Ngudjolo, elle n'a pas pu l'interroger sur, je cite, ses efforts et ceux de ses acolytes, fin de citation, en vue de localiser des témoins protégés de l'accusation ainsi que des membres de leur famille, dont, et je cite, dans le but de les forcer à se rétracter ou à refuser de coopérer, fin de citation, ni sur, et je cite, ces efforts visant à faire en sorte que les témoins de la défense présentent un récit cohérent et approuvé pendant leur déposition en sa faveur, fin de citation. En ce qui concerne le témoin des 03-88, le procureur soutient qu'il ne lui a pas été permis de démontrer que celui-ci avait menti en affirmant à la barre qu'il s'était entretenu avec Mathieu Ngudjolo seulement une fois, alors que ce dernier se trouvait au quartier pénitentiaire. La Chambre d'appel considère que la manifestation de la vérité est au cœur de tout procès pénal et que l'accusation, comme la Chambre de première instance, ont l'obligation d'y contribuer activement. La Chambre d'appel considère en outre que le rôle de la Chambre de première instance à cet égard est accentué dans des circonstances où la Chambre est informée du risque que des efforts aient été déployés pour altérer la déposition de témoins ou la manifestation de la vérité. La Chambre d'appel observe qu'en l'espèce, l'accusation souhaitait utiliser les rapports du greffe, notamment le premier rapport non expurgé, dont la Chambre de première instance avait autorisé la divulgation, afin de demander à Mathieu Ngudjolo et aux témoins des 03-88 si des témoins avaient fait l'objet d'intimidation, de récollement ou de quelque autre forme d'encouragement afin de témoigner dans un sens en particulier.
La Chambre d'appel considère que le fait que les informations contenues dans les rapports du greffe aient été obtenues à des fins différentes, savoir la protection de témoins et l'application des ordonnances de non-divulgation rendues par la Chambre de première instance, par l'écoute de conversations téléphoniques non couvertes par le secret professionnel de Mathieu Ngudjolo depuis le quartier pénitentiaire, n'implique pas qu'elles ne puissent pas être utilisées lors du procès. Dans ce contexte, la Chambre d'appel note que les rapports du greffe susmentionnés avaient déjà fait l'objet d'une évaluation afin que le contenu et les informations considérées comme ayant trait à la vie privée et à la stratégie de la défense de Mathieu Ngudjolo ne soient pas révélées à l'accusation et que, par conséquent, ces informations ne sauraient être utilisées aux fins du contre-interrogatoire. Par ailleurs, la Chambre de première instance aurait pu recourir à des huis clos si elle avait jugé qu'il existait des raisons légitimes de ne pas dévoiler certains éléments d'information au public. Dans ce cas, seuls les parties et les participants qui auraient été juridiquement tenus de respecter la confidentialité de ces informations en auraient eu connaissance. Dans les circonstances, la Chambre d'appel conclut qu'en refusant de donner à l'accusation l'occasion de se servir des rapports du greffe au cours du procès afin de contre-interroger Mathieu Ngudjolo et le témoin D0388, la Chambre de première instance a accordé un poids démesuré à la protection des droits de Mathieu Ngudjolo au préjudice de la manifestation de la vérité. En conséquence, la Chambre de première instance a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable, donc erronée. S'agissant du troisième argument, voulant que la Chambre de première instance a indûment empêché l'accusation de demander des explications au témoin P250 concernant des incohérences dans sa déposition, le procureur soutient que pendant sa déposition, le témoin P250, et je cite, avait réfuté plusieurs déclarations limitées mais cruciales contenues dans ces déclarations avant le procès, dont la présence et la mort de civils lors de l'attaque sur Bogoro, la présence d'enfants soldats de moins de 15 ans, l'existence et les paroles de chansons que le groupe de Bédou et Zekere chantait avant l'attaque sur Bogoro, ainsi que la destruction de biens lors de l'attaque sur Bogoro. Fin de citation. Le procureur rappelle que l'accusation avait demandé l'autorisation de rafraîchir la mémoire du témoin et de lui opposer ses déclarations antérieures, afin qu'il puisse expliquer les incohérences contenues dans sa déposition, mais que la Chambre de première instance avait rejeté sa requête. À une autre occasion, la Chambre de première instance a de nouveau refusé de faire droit à la requête de l'accusation au prétexte que le témoin ne pouvait être qualifié d'hostile, étant donné qu'il avait répondu de manière précise à la vaste majorité des questions qui lui avaient été posées par l'accusation et que les réponses évasives ou les réponses minimisant des déclarations précédentes ne justifient pas de déclarer le témoin hostile. Le procureur soutient qu'en conséquence de ces décisions, dont il a demandé en vain l'autorisation d'interjeter appel, là, et je cite, Chambre de première instance a indûment empêché l'accusation de montrer au témoin P250 ses déclarations antérieures ou de lui poser des questions directrices sans le déclarer hostile, afin de lui donner l'occasion d'expliquer les raisons sous-tendant ces incohérences. Si ces rétractions étaient une erreur, des changements justifiés de sa version des faits ou le résultat de menaces ou d'autres pressions indues exercées sur lui et sur sa famille. Fin de citation. La Chambre d'appel accrédite l'argument du procureur dans la mesure où celle-ci fait valoir que si le témoin P250 avait exprimé des craintes pour la sécurité de sa famille, la Chambre de première instance aurait dû, à tout le moins, autoriser l'interrogatoire du témoin par l'accusation afin de déterminer si son comportement et ses rétractations étaient attribuables à des menaces ou à des pressions indues exercées sur lui ou sur sa famille. À cet égard, la Chambre d'appel observe que pendant le procès et pendant le contre-interrogatoire du Conseil de la Défense, le témoin P250 a déclaré avoir dit au procureur, dans des déclarations précédentes, que des personnes proches de lui étaient mortes
parce qu'ils craignaient pour leur vie. Le témoin a en outre expliqué qu'il avait tenu ces propos uniquement afin d'éviter que des personnes soient envoyées plus tard pour les tuer. La chambre d'appel note que le témoin n'a pas développé la raison pour laquelle il croyait que sa famille pourrait être en danger, mais qu'il a toutefois fourni une explication pour les contradictions dans ses déclarations précédentes. Dans ces circonstances, la chambre d'appel considère que si la chambre de première instance avait permis au procureur de poser des questions directrices au témoin P250, la chambre de première instance aurait, somme toute, été éclairée sur les divergences entre les déclarations préalables du témoin et sa déposition orale, attribuable, comme l'a d'ailleurs affirmé la chambre de première instance, à, et je cite, des facteurs comme le manque de familiarité avec les procédures suivies par les parties à la Cour, le déplacement du témoin à La Haye, la formalité des audiences et l'épreuve du contre-interrogatoire, fin de citation, ou éventuellement la durée écoulée entre la déposition ou encore d'autres facteurs qui pourraient justifier ces divergences. En conséquence, la chambre d'appel conclut que la chambre de première instance aurait dû donner à l'accusation l'occasion de présenter au témoin P250 ses déclarations précédentes et de poser des questions directrices au témoin pour établir, le cas échéant, si celui-ci avait subi des tentatives de subornation ou des pressions. En manquant de le faire, la chambre de première instance a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable, donc erronée. La chambre d'appel rappelle que pour infirmer ou modifier un jugement rendu en application de l'article 74 du statut, ou pour ordonner un nouveau procès devant une chambre de première instance différente, il ne suffit pas au requérant d'établir qu'une erreur a eu lieu. Conformément à l'article 83.2 du statut, il doit être démontré que la décision faisant l'objet de l'appel est sérieusement entachée de cette erreur. À cet égard, la chambre d'appel a déclaré précédemment, contre autres motifs à l'appui d'un moyen d'appel, le requérant doit non seulement établir l'erreur alléguée, mais aussi démontrer avec suffisamment de précision comment cette erreur aurait sérieusement entaché la décision attaquée. De l'avis de la chambre d'appel, ce critère se justifie du fait qu'un jugement rendu par une chambre de première instance, à la fin de ce qui est souvent un long procès, ne doit pas être modifié à la légère. En particulier, en cas d'acquittement, il n'est pas justifié de soumettre la personne concernée à l'épreuve d'un nouveau procès ou même de renverser l'acquittement au profit d'une condamnation, à moins qu'il ne soit démontré que l'erreur a sérieusement entaché la décision faisant l'objet de la révision. La Chambre d'appel note que cette norme est élevée. Il doit en effet être démontré que si la Chambre de première instance n'avait pas commis une erreur de procédure, le jugement en application de l'article 74 du statut aurait été, par opposition à aurait pu, substantiellement différent. Au vu des circonstances de l'espèce, il doit être démontré qu'il est très probable que la Chambre de première instance n'aurait pas acquitté Mathieu Ngudjolo si elle n'avait pas commis une erreur de procédure. La Chambre d'appel rappelle qu'elle a déjà conclu que la Chambre de première instance avait commis une erreur de procédure en refusant d'autoriser l'accusation à utiliser les rapports du greffe afin d'entamer la crédibilité de Mathieu Ngudjolo et du témoin D0388. La Chambre d'appel a en outre statué que la Chambre de première instance avait commis une erreur en n'autorisant pas l'accusation à poser au témoin P250 des questions concernant ses déclarations avant le procès ou à lui poser des questions directrices afin de lui donner l'occasion d'expliquer les divergences entre ses déclarations faites avant le procès et sa déposition dans le prétoire. En ce qui concerne la première erreur, le procureur soutient que l'erreur a sérieusement entaché le jugement d'acquittement puisqu'elle n'a pas pu démontrer qu'il y avait collusion entre Mathieu Ngudjolo, le témoin D0388. La Chambre d'appel note que l'argument du procureur n'explique pas en quoi l'erreur a sérieusement entaché le jugement d'acquittement, tel que cela a été décrit précédemment.
En effet, son argument fait seulement référence aux conséquences de l'erreur de procédure sur le procès. Quoi qu'il en soit, pour les raisons exposées ci-après, la Chambre d'appel conclut qu'il n'est pas établi que l'erreur de la Chambre d'appel, de la Chambre de première instance a sérieusement entaché le jugement d'acquittement. La Chambre d'appel considère que la Chambre de première instance a formulé des observations pertinentes concernant le comportement du témoin D0388 et de Mathieu Ngudjolo lorsque ces derniers ont été interrogés sur leur contact pendant que Mathieu Ngudjolo se trouvait au quartier pénitentiaire. La Chambre de première instance a conclu qu'au vu de leur comportement, l'appréciation de leur déposition appelait un, et je cite, « certain degré de circonspection ». Fin de citation. De plus, la Chambre d'appel note en particulier que la Chambre de première instance avait insisté sur la nécessité de faire preuve d'un degré élevé de circonspection dans l'appréciation des parties de la déposition du témoin D0388 relative à la responsabilité de Mathieu Ngudjolo. En évaluant avec circonspection leur déposition, la Chambre d'appel en arrive à la conclusion que la Chambre de première instance avait examiné les conséquences d'une collision possible entre Mathieu Ngudjolo et le témoin D0388. Il ressort clairement du jugement d'acquittement que la Chambre de première instance avait accordé peu ou pas de poids à la déposition du témoin D0388, en ce qui a trait à la responsabilité de Mathieu Ngudjolo. En d'autres termes, la déposition du témoin D0388 ne semble pas avoir eu d'incidence sur la conclusion de la Chambre de première instance, savoir que la responsabilité pénale individuelle de Mathieu Ngudjolo, je me reprends, que la responsabilité pénale individuelle de Mathieu Ngudjolo lors de l'attaque sur Bogoro n'avait pas été établie au-delà de tout doute raisonnable. S'agissant de l'erreur concernant le témoin P250, le procureur fait valoir que le jugement d'acquittement a été sérieusement entaché par la décision de la Chambre de première instance de rejeter la déposition du témoin P250, jugé non crédible, sans tenir compte de la possibilité que le témoin et ou sa famille ait fait l'objet de menaces ou de pression, ni de l'effet d'une telle pression sur sa déposition. La Chambre d'appel considère que le refus par la Chambre de première instance de permettre à l'accusation d'obtenir des réponses sur l'effet d'une subornation ou d'une pression éventuelle sur le témoin P250 a pu effectivement sérieusement entacher les observations de la Chambre de première instance quant au comportement du témoin et en nombreuses contradictions contenues dans sa déposition. Ceci étant, la Chambre d'appel note qu'en définitive, la décision de la Chambre de première instance de rejeter la déposition du témoin P250 parce que non fiable était en fait fondée sur d'autres constatations de la Chambre de première instance, lesquelles étaient indépendantes de ces observations relatives au comportement du témoin. À cet égard, la Chambre d'appel observe que la Chambre de première instance, tout en prenant acte des incohérences dans la déposition du témoin P250, a néanmoins rejeté sa déposition sur la base d'autres éléments de preuve qui suscitaient des doutes concernant l'appartenance éventuelle du témoin à la milice entre septembre 2002 et juillet 2003. En particulier, la Chambre de première instance a conclu que le témoin n'aurait pas pu être simultanément, je cite, « simultanément membre d'une milice à Zombe et étudiant à Kagaba ». Fin de citation. La déposition du témoin a donc été jugée non fiable pour cette raison et non en raison du comportement du témoin. Donc, la Chambre d'appel considère que la conclusion de la Chambre de première instance s'agissant du manque de crédibilité du témoin n'aurait pas été différente puisque sa décision de ne pas se fonder sur ce témoin était basée sur d'autres éléments de preuve. En conséquence, la Chambre d'appel conclut que les erreurs de la Chambre de première instance n'ont pas sérieusement entaché la décision d'acquittement. En conclusion, la Chambre d'appel, à la majorité, les juges Tarfusser et Trendafilova marquant leur dissidence, confirment le jugement d'acquittement et rejettent donc l'appel. Je vais à présent brièvement résumer
Je vais à présent brièvement résumer l'opinion dissidente des juges Tarfusser et Trendafilova. Ayant soigneusement examiné les moyens d'appel invoqués par le procureur, la décision attaquée et le dossier de l'affaire, nous ne pouvons nous ranger aux conclusions de la majorité. Le présent appel suscite des questions fondamentales qui ont des conséquences non seulement pour cette affaire, mais aussi et surtout pour les activités de la Cour dans les années à venir. Nous marquons notre désaccord avec la majorité sur les 3 moyens d'appel, à l'exception des conclusions préliminaires sur lesquelles la Chambre d'appel a été appelée à se prononcer. Notre désaccord suit l'ordre inverse eu égard à la nature des erreurs décelées et à leur incidence sur le jugement d'acquittement. Commençons par le 3e moyen d'appel. Nous n'adhérons pas à l'opinion de la majorité qui adopte une vision restreinte des erreurs alléguées, n'y voyant que de simples violations présumées de l'article 54.1 du statut. À notre avis, les erreurs signalées au titre de ce moyen d'appel suscitent un questionnement fondamental plus étendu sur l'équité de la procédure au sens de l'article 64.2 du statut. Cela étant, nous considérons que la Chambre de première instance a commis une erreur en refusant systématiquement à l'accusation l'accès à l'intégralité des conversations de Mathieu Ngudjolo et en rejetant là où les requêtes de l'accusation aux fins d'être autorisées à utiliser les rapports du greffe lors du contre-interrogatoire de Mathieu Ngudjolo et de certains témoins en l'espèce. Ces erreurs ont non seulement un impact négatif sur la capacité du procureur à s'acquitter de ses obligations statutaires, mais elles révèlent aussi, et c'est ce qui est plus grave, une violation injustifiable du devoir de la Chambre de première instance d'établir la vérité. Cette conclusion explique également notre désaccord avec la majorité quant au 2e moyen d'appel. La majorité n'a pas relevé d'erreur dans la méthode utilisée par la Chambre de première instance qui a procédé à l'appréciation des éléments de preuve indépendamment les uns des autres. Par conséquent, des éléments de preuve fiables, cohérents et cruciaux ont été écartés au préjudice de la manifestation de la vérité. Enfin, nous ne partageons pas l'avis de la majorité en ce qui concerne le 1er moyen d'appel. Contrairement à la majorité, nous estimons que la Chambre de première instance a commis une erreur en appliquant la norme d'administration de la preuve au-delà de tout doute raisonnable, en suscitant indûment des doutes et en se livrant à des conjectures pour tirer certaines de ses conclusions. Par ces motifs, nous considérons que la Chambre de première instance a commis une série d'erreurs qui ont sérieusement entaché le jugement d'acquittement. Nous avons l'intime conviction que la majorité aurait dû modifier ou infirmer le jugement de la Chambre de première instance et ordonner un nouveau procès devant une chambre différente. Comme je l'ai indiqué précédemment, au fin du compte-rendu, je vais demander aux parties et aux participants de bien vouloir se présenter. Je commence par le procureur. Madam President, Le procureur pour l'accusation. Je suis Monsieur James Stewart, procureur adjoint. Je suis accompagné de Madame Helen Brady, premier substitut du procureur en appel, de Monsieur Eric MacDonald, substitut du procureur, de Reinhold Galtmetzer et de Priyadarshini Narayanan. La défense. Si votre honneur, mesdames et messieurs les juges, la défense de Mathieu Ngudjolo a aligné comme d'habitude à ma droite le professeur Jean-Pierre Fofé-Jofia Malewa, qui est notre co-conseil. Juste derrière lui, vous avez M. Bokolombe, qui est notre assistant juridique et qui est chef de travaux au département de droit pénal et criminologie de l'Université de Kinshasa. À ses côtés, Madame
Mariam Manolescu, qui est notre gestionnaire de dossier, et moi-même, Jean-Pierre Kilenda Kakengi Basila, avocat au barreau de Bruxelles, de Kinshasa-Gombe, conseil principal de Mathieu Ngudjolo. Le président, les représentants du groupe de victimes numéro 1. Bonjour, Madame le Président. Je suis maître Fidèle Ouvengi Kansita. Je suis accompagné par mon assistante juridique, Madame Aline Dele-Aé, qui est avocate au barreau de Paris, et de Madame Nadia Galinier, qui est notre case manager. Je vous remercie. Thank you, sir. Président, merci. Le représentant légal du groupe des victimes numéro 2. Madame le Président, Mesdames, Messieurs les juges, je suis maître Jean-Louis Gélicène. Je suis accompagné par ma case manager, maître Julie Goffin, qui est avocat au barreau de Bruxelles. Je vous remercie. Thank you very much. Mr. Regis. Président, merci. Monsieur le greffier, votre équipe, s'il vous plaît, le greffier. Bonjour, Madame le Président. Je suis Monsieur Herman von Hebel, greffier. Je suis accompagné de Monsieur Osvaldo Zavalda Schiller, qui est juriste, et de Madame Jasmine Toumaï. Le Président, nous avons maintenant résumé l'arrêt. Il ne me reste qu'à remercier les parties et les participants, les interprètes, les sténotypistes. J'aimerais également remercier le greffe pour avoir organisé cette audition. Je vous remercie tous. La séance est levée.